Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre weekly La Liga. Vous le savez tous les jours, nous sommes en direct depuis Madrid avec Pablo Polo de la rédaction de Marca et en direct de Barcelone avec Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport. Nous détaillons, nous offrons à notre mesure un éclairage sur l'actualité du Real Madrid et du Barça. Si vous avez manqué l'un de ces daily, le weekly est là pour récapituler tout ça. J'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer à lundi dernier avec en toile de fond côté Real Madrid. Bien évidemment, le dossier Kylian Mbappé après l'élimination en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, mais pas seulement. Et côté Barça, principalement sur le recrutement prochain du FC Barcelone à différents postes et notamment des postes défensifs. Éclairage avec Pablo et Albert, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Les amis, salut à tous, c'est l'heure de votre connexion en direct avec Madrid, la rédaction de Marca et sa grande signature, monsieur Pablo Polo. Salut Pablo. Salut, Polo. Pablo, je veux qu'on parle de Kylian Mbappé. Tu vas me voir venir comme d'habitude, évidemment. Il a tout cartonné avec le Paris Saint-Germain, tu l'as vu en devenant le seul et unique meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain devant Edinson Cavani. Et dans le même temps, le Real Madrid est en manque d'efficacité. 0-0 sur la pelouse du Betis Séville. 12 points de perdus depuis la fin de la Coupe du Monde. 10 matchs, 12 points de perdus sur 30. Logiquement, on reparle de l'intérêt du Real Madrid pour aller chercher une nouvelle énergie sur le plan offensif. Ma question, elle est simple à cette date, Pablo. Mbappé, oui ou non? Oui, Alexandre. on, on le meilleur Real Madrid, évidemment, je ne sais pas les dirigeants, parce que l'aventure de l'année dernière, c'était pas terminé vraiment bien du côté de Mbappé et Real Madrid, avec la prolongation avec le PSG. Mais c'est évident que cette histoire au Real Madrid, le Real est obligé à chercher un attaquant, et, un neuf qui remplacera un jour à Karim Benzema, un ballon d'or excellent, mais que c'est évident que le temps passe et c'est évident qu'il faut un attaquant qui marque des buts. Regardez bien, Alexandre, face à l'Atlético Madrid, c'est Álvaro Rodríguez qui a marqué. Et sinon, ça c'est 0-0. Et après, Barcelone incapable de marquer et face à Betis, à Marine non plus. Ouais, c'est vrai, il y a des bons attaquants, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Asensio, mais évidemment que si Karim Benzema ne marque pas, c'est évident que le Real est en problème. Alors, Kylian, pourquoi pas, on verra. Je pense que le Real, si ce n'est pas possible cet été, pourquoi pas les 2024, si Kylian décide de terminer son contrat en 2024, c'est évident qu'il a la possibilité de prolonger jusqu'à 2025, on verra. Mais je pense que le Real sera sur le sujet parce que c'est évident qu'il est obligé à chercher dans les marchés un numéro 9. Et on parle du Real Madrid, Alexandre, du Real Madrid. Ce n'est pas avec tout le respect, le Betis, Séville ou Villarreal. Au Real Madrid, il doit chercher et acheter les meilleurs numéro 9. Alors, c'est Kylian Mbappé ou Haaland, c'est évident. On va voir Rashford, mais Rashford, à Manchester United, je pense qu'il va prolonger aussi. Alors, à mon avis, le grand choix, c'est Kylian Mbappé. Quelle est l'opinion dans la rue à Madrid, Pablo? Qu'en pensent les gens? Qu'en pensent les gens de ta famille? Je parle d'opinion, je ne parle pas d'information, je parle d'opinion. Quelle est l'opinion madrilène sur Mbappé? On oublie ce qui s'est passé l'année dernière? On le veut absolument à Madrid aujourd'hui? Les temps, c'est important. Les temps passent, comme je disais avant. Et si tu me poses cette question, et juste après la décision de prolonger Kylian Mbappé, c'est évident que 99% des socios du Real Madrid vont dire non. Mais moi, je sors tous les jours dans la rue, je suis avec le Madridistas, et c'est évident que il y a chaque fois plus de supporters qui commencent à réfléchir, à penser avec la tête, pas avec le cœur. Évident que pourquoi pas Kylian Mbappé, si il arrive. Qu'est-ce que vous pensez? Si Kylian arrive au Real Madrid, il commence à marquer des buts, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde le sait. Il va être un idole, il va être un icône au Real Madrid. C'est évident que c'est une expérience difficile pour le supporter du Real Madrid parce qu'il s'attendait Kylian et Kylian il a décidé de rester. Et pourquoi pas, il ne va pas rester encore un an ou 2 ans. Mais
mais je pense qu'il a les temps de jouer au Real Madrid. Et le Real le sait et Kylian le sait aussi. C'était l'opinion à Madrid de Pablo Polo pour nous donner la température de la rue madrilène. En attendant, le Real est à 9 points. À 9 points du Barça. Au sortir de la Coupe du Monde, on était à 2 points. On est aujourd'hui à 9. Cela semble compliqué. À suivre la formation de Carlo Ancelotti. Pablo Polo avec nous en direct de la rédaction de Marca. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Salut à tous. Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour votre connexion quotidienne en direct avec Barcelone. Monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport est avec nous. Buenas tardes, Albert, ¿cómo estamos? Comment ça va? Bien. Bien, j'imagine que tout va bien à Barcelone après cette victoire 1-0. Vous avez laissé le Real Madrid loin, 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 très, très loin. Je te pose une question très claire, très, très claire. Est-ce qu'aujourd'hui, Rafinha n'est pas en train finalement de gagner son bras de fer, entre guillemets, avec Ousmane Dembélé? C'est lui qui marque le but de la victoire. Il est en train petit à petit de faire que les socios, peut-être, du Barça, commencent à le préférer à Dembélé, non? Dis-moi. Pas encore, pas encore. C'est selon une enquête de la website de Sport. Oui. On a demandé ça à tous les lecteurs et l'afición, il préfère encore Dembélé. 80 pour Dembélé, 20 pour Rafinha. Ah oui, plébiscite total. Malgré ça, c'est vrai que Rafinha, il a donné des petits pas en avant. Après le mondial, il a bien joué, il a marqué des buts, il a donné d'assistances, mais je crois que ce qu'il te donne à Dembélé ne te le donne pas à Rafinha. Les notes de Sport, je vous les montre encore de ce matin qui étaient dans la revue de presse. 8 sur 10. La rédaction de Sport a donné 8 sur 10 à Rafinha au sortir de cette victoire. C'est la meilleure note du côté des Catalans. Pour toi, tu as également dans cette édition du jour porté ton opinion dans La Tribuna. Regardez, c'est cette page qui est tous les jours dans le quotidien de Sport, où tu disais très clairement, on a hâte que Dembélé plus Pedri reviennent. Est-ce qu'il te manque un peu de magie aujourd'hui dans ce Barça? Oui, c'est ça. Tu as besoin de joueurs créatifs comme eux. Et à ce moment, tu ne l'as pas. C'est très lourd de créer une occasion de rôle, de but, avoir des chances pour marquer. Maintenant, c'est très difficile et les matchs sont costauds. Avec ces joueurs, c'est tout un peu plus facile. Je sais que des joueurs comme lui sont pas assez pour une équipe, mais parce que tu as besoin de plus. Mais ils te donnent quelque chose de plus pour faire facile les matchs, pour gagner plus facile, pour avoir plus d'occasions. Je crois que l'équipe, il manque assez de joueurs. C'est vrai qu'on ressent une difficulté, notamment assez claire, et tu l'exprimes d'ailleurs dans ton édito aujourd'hui, pour arriver dans la zone de danger. Cette phase de construction, ok, le Barça, il l'a, mais la dernière passe, la dernière accélération pour aller dans la zone de danger, ce qui est propre à Dembélé et ce qui est également la science de Pedri, on n'a pas l'impression que des joueurs comme Ansu Fati ou Ferran Torres ont pour l'instant ces capacités. Non, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas cette lucidité pour les dernières passes, pour sortir de la marquage de rivaux. Maintenant, tout est trop difficile pour gagner un match. C'est pour ça que tu gagnes 1-0, parce qu'arrière, en défense, tu es top. Ça veut dire que vous avez une nouvelle fois gagné par, comme on dit en Espagne, por la mínima, avec l'écart le plus faible. 1-0, c'est la marque de fabrique du Barça cette année. Pour toi, c'est liquidé, ça y est. En conclusion, on est maintenant à des longueurs d'avance sur le Real Madrid qui n'a pu faire mieux que ce 0-0. On sera en connexion d'ailleurs, sachez-le, avec Pablo Polo en direct de Madrid, de la rédaction de Marca. Pour toi, c'est terminé? La Liga est dans la poche? Non, pas terminé, mais il reste, je crois, 14 matchs. Il manque 14 matchs. C'est difficile que le Barça peut perdre 3 matchs et que le Real Madrid gagne tout.
Je crois que tout est sur le bon chemin, mais gagner, tu ne peux pas dire ça jusqu'au fond. Le Barça a clairement besoin du retour de ses créatifs. C'était ton opinion du jour et pour toi très clairement, à la lecture également du sondage porté par Sport sur le digital, 80% en faveur de Dembélé dans ce bras de fer à distance entre guillemets avec le père Rafinha. Dembélé est devant. C'était l'opinion du jour avec Albert Masnou en direct de Barcelone. Muchísimas gracias Albert. Salut. Les amis, salut à tous, la connexion en direct depuis Madrid avec Monsieur Pablo Polo, la grande plume du quotidien Marca. Buenos días, Pablo. Buenos días, ici à Madrid. Écoute, je voulais qu'on parle de Vinicius aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre les montagnes russes avec lui. Un jour, c'est le nouveau génie et l'homme qui va porter le Real Madrid. Le lendemain, il est devenu indésirable. Indésirable parce que ses attitudes sur la pelouse commence à agacer beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la situation? Oui, Alexandre, évident, c'est le Real Madrid, je suis d'accord avec toi. C'est une montagne russe quand tu joues au Madrid. Un jour, tu es un idole, un jour, tu n'es plus un idole. Mais c'est vrai que ici, il y a deux débats. Et les débats de racisme et des insultes à Vinicius qu'il faut toujours condamner. C'est évident qu'il y a eu, et on en parlait déjà ici sur ton réseau, et les problèmes qu'il y a eu des côtés des joueurs et des côtés évidemment des supporters qui ont insulté Vinicius et qu'il y a eu de racisme, c'est évident et que c'est honteux. Mais après, il faut aussi commencer à parler de la stratégie de Vinicius. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le Real Madrid gagne et prend l'avantage avec la façon de Vinicius de se montrer sur le terrain, d'agacer les adversaires, surtout les arbitres? Et je parle de ça parce qu'on a vu de ces matchs, dans le dernier match à Villamari face à Betis, et des Carlo Ancelotti qui regrettent à Vinicius et qui demandent des explications à Vinicius pour sa persistance, insistance à l'arbitre. Même Rudiger qui parle avec Nacho de l'attitude de Vinicius à la fin du match avec l'arbitre. Mais parce que c'est évident que le Real Madrid et ses coéquipiers, il doit faire un effort et c'est montré évidemment du côté de Vinicius et défendre Vinicius. Mais est-ce que cette stratégie, honnêtement, est bonne pour le Real, est bonne pour l'équipe? Moi, je commence à douter, c'est évident, parce que, premièrement, l'adversaire, les adversaires sur le terrain et la non-tribune, ils se dirigent évidemment sur Vinicius et ça donne une atmosphère encore beaucoup plus difficile. Et après, parce qu'il n'a pas d'avantage sur le terrain et tous les adversaires sont sur lui. Il ne se concentre pas sur le terrain. Il est toujours influencé pour l'entourage, pour l'atmosphère. Mais Pablo, est-ce que ça c'est lié? Tu m'en avais déjà parlé. Est-ce que c'est lié uniquement à l'exercice domestique national? Parce qu'il y a deux versions. Il y a effectivement la version en Espagne où on voit très clairement que les adversaires se disent on va aller taper Vinicius. Il est le joueur d'ailleurs de la Liga qui subit le plus de fautes depuis le démarrage de cette saison. Et puis sur la scène européenne, on n'a pas la même chose. Et Ancelotti le sait. En conférence de presse, il a dit qu'il y a un problème en Espagne d'ailleurs et qu'on ne protège pas assez les talents. Est-ce que cette protection d'Ancelotti est en train de se fissurer? Je pense qu'un peu, parce que le travail et le boulot de Ancelotti, à mon avis, il a été très bon, très extraordinaire. Il a fait l'effort, il a défendu toujours Vinicius. Et je pense qu'il avait raison et il était obligé aussi à défendre Vinicius parce que c'était terrible. On a vu le match face à Mallorca, 10 fautes. C'est les joueurs qui ont reçu plus de fautes en Europe. C'est évident qu'il y a un problème en Espagne. Mais je pense que mentalement, Vinicius, il devrait aussi prendre sa part pour éviter un peu ça parce que c'est un problème qu'il y a en Espagne, mais c'est lui qui peut le changer aussi. C'est lui, s'il fait un effort, s'il change des petites choses sur le terrain, il peut le faire. Il peut le faire. Je pense que c'est ça le problème pour Ancelotti. Parce que Ancelotti, il a défendu Vinicius, il a toujours montré sa montrée du côté de Vinicius, il a dénoncé la violence raciste, la violence sur le terrain sur Vinicius. Moi, je pense que Ancelotti, il attendait aussi du côté de Vinicius
un changement d'attitude, un peu de force de sa part pour aider à changer ça. Je pense qu'il commence à constater que ça n'arrive pas du côté des Vinicius, un joueur avec un caractère très fort, un grand joueur évidemment, qui peut arriver à jouer à être le meilleur joueur du monde, pourquoi pas, mais je crois que il n'est pas suffisamment froid sur le terrain, il est toujours, comme je disais avant, qui est toujours à la polémique, qui aime bien trouver la polémique, qui se sent à l'aise dans la polémique, mais je pense que ça, ce n'est pas bon pour l'équipe, parce que ça donne un problème à Vinicius et surtout à tous les coéquipiers qui sont sur le terrain et qui doivent travailler aussi pour éviter l'expulsion, les cartons jaunes, les cartons rouges sur Vinicius et ne se concentrent pas sur le terrain. Je te pose la dernière question, tu me réponds juste oui ou non. Est-ce que cette Ouais. attitude peut compromettre l'avenir de Vinicius au Real Madrid dès l'été prochain? Oui ou non? Je crois que oui. Je crois que oui parce que c'est difficile euh, se concentrer toujours sur le même problème. Et ça commence à être un problème. Ça commence à être un problème. Je ne pense pas que c'est la faute de Vinicius, c'est clair. Mais c'est l'Espagne. C'est évident qu'on a un problème en Espagne avec ce problème, avec le racisme, avec les insultes, avec la violence. C'est un problème général aussi, je pense, dans le football européen. Et le problème, c'est que c'est évident que se concentre beaucoup sur Vinicius. Et c'est compliqué de trouver un coupable. C'est évident que ce n'est pas Vinicius. Mais je pense que pour le Real doit chercher le meilleur pour l'institution, pour le club, pour l'équipe, pour gagner des titres. Et c'est évident que ça sera compliqué si le Real n'est pas capable, ou l'Espagne n'est pas capable, je ne sais pas qui, ne sont pas capables de trouver la calme un peu, de se concentrer sur le jeu et pas sur Vinicius. C'était l'opinion du jour depuis Madrid en direct, signé Pablo Polo, la grande signature du quotidien Marca. Merci beaucoup Pablo. Merci, ciao. Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Votre connexion quotidienne en direct avec Barcelone et monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport qui est avec nous. Buenos días, Albert, ¿cómo estamos? Bien? Bien, ça va, ça marche. Écoute, je sais que tu voulais me préparer une petite comparaison, j'adore cette comparaison, entre le Barça Pep Guardiola, le Barça Luis Enrique et le Barça Xavi. Et il y a une comparaison très claire que tu m'as évoquée. Je veux que tu nous l'expliques. Explique-moi pourquoi on peut comparer ces équipes. Au début de tout, on doit dire que le Barça de Pep, il a été champion d'Europe. Le Barça de Luis Enrique, il a été champion d'Europe. Le Barça de Xavi, il n'a fait rien en Europe. Mais ça c'est peut-être assez normal. On commence à écrire une histoire ici à Barcelone de Xavi et pour le moment, la Liga est tout près de la gagner. Mais après dire ça, je crois que c'est bon de comparer, par exemple, le Barça de Guardiola. Il y avait des joueurs clés qui sont ces joueurs de milieu de terrain. Ils faisaient tout passer pour lui, pour eux. Parce que là, il y avait Busquets, Iniesta, Xavi. Et plus, tu te souviens que Messi, il descendait au milieu de terrain aussi, beaucoup. Il y avait 4. Et même qu'en avant, il y avait par exemple Pedro, Villa, Titi Henry, d'autres joueurs, ils ont changé un peu, mais ces 4 ils sont toujours été là. Et les jeux, ils circulaient, ils roulaient pour ses pieds. Pour le 2015, avec Luis Enrique, tout a changé. Xavi est parti, Rakitic est arrivé, Busquets, Iniesta, il était en descente déjà, et il est arrivé, il y avait Neymar, Leo, Luis Suarez. Et le jeu, il a été très offensif, toujours les ballons pour les attaquants et qu'ils inventent, qu'ils créent, qu'ils fassent des choses incomparables comme ils ont fait. Le tempo, c'était à lui. C'était lui le roi de vestiaire, de la dressing room. C'était lui, c'était qui contrôlait le jeu. Maintenant, c'est un peu différent, tout est changé. Si on parlait de milieu de terrain, on parlait de l'attaque, maintenant on doit parler de la défense. Si l'équipe
de Xavi, il a quelque chose de bon, c'est que c'est une équipe sûre défensivement. Merci Ter Stegen, bien sûr, mais il y a une ligne très marquée avec Koundé, Araujo, Christensen, Balde ou Alba, qui gèrent le jeu, qui sont capables d'être arrière et défensivement être très forts. Et ça, c'est quelque chose qu'ici à Barcelone, on n'a vu jamais. Ah, j'aime Je bien crois ça. que Xavi, J'aime bien cette idée. Si je comprends bien, si je récapitule bien pour ceux qui nous regardent, on est d'accord. Le Barça de Pep, les milieux de terrain, avec donc Xavi, Iniesta, Busquets et Messi qui redescendaient. Le Barça de Luis Enrique, les attaquants, avec Neymar, Messi et Luis Suarez. Et donc le Barça de Xavi, c'est la défense. Milieu, attaque et aujourd'hui défense. C'est bien ça. oui, c'est ça, c'est ça. Je crois que Xavi ne cherchait pas ça. Il s'est trouvé avec ça. Ce n'est pas une volonté de Xavi, mais il s'est trouvé D'accord. avec ça. Et bon, on va jouer avec ça parce que c'est notre meilleure arme, notre meilleur sujet de jeu. Et alors, on va profiter de qu'on est fort arrière. Et oui, c'est- il l'a dit dans la ces- conférence de presse en Copa. C'est pas forcément le jeu qu'on voulait voir, mais es lo que hay. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de Pep de jouer comme ça, il y avait une volonté de Luis Enrique de jouer comme ça. C'était pas forcément la volonté de Xavi, je le comprends bien. Mais dis-moi du coup, toi, Albert Masnou, quelle version tu préfères? La version avec les milieux, première. la version avec les attaquants ou la version avec la défense? Tu La préfères le Barça de la Pep, de première, Luis Enrique ou de Xavi? celui de Pep, parce que je crois que ces joueurs, avec l'âge qu'il avait, c'était quelque chose de top. Il a fait Pep, Léo et beaucoup d'autres, ils ont écrit une des plus belles histoires de football, de l'histoire de football. On écrit une des plus belles pages de l'histoire de football. Et alors, comparer quelque chose avec Pep, c'est perdre. Je pense que pour conclure, ça va pas forcément. Je pense que Xavi doit se mordre les doigts d'être aujourd'hui à la tête d'un Barça défensif, hein. Je crois que si, je crois que si. C'est Je ça. crois qu'on est d'accord. C'est l'opinion d'Albert Masnou en direct de Barcelone, votre opinion quotidienne, le grand numéro 2 de la rédaction de Sport. Merci beaucoup, Albert. Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour votre connexion quotidienne en direct depuis Madrid avec la rédaction de Marca. L'une des plus grandes signatures, Monsieur Pablo Polo est avec nous. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estamos? Buenos días, ça va tous très très bien à Madrid, comme toujours. Thème du jour, Eden Hazard. Eden Hazard, 32 ans, Pablo. Il a quasiment joué une poignée de secondes, de minutes. Cette saison, il est à 1 an du terme de son contrat. C'est maintenant un marronnier, comme on dit ici en France. C'est un sujet qui revient quasiment toutes les semaines. Où en sommes-nous? Il y a quelques heures, il y a des informations qui viennent de filtrer. Et tu vas nous les apporter. Il pourrait rester jusqu'au terme de son contrat. Et Alexandre, c'est sa volonté, c'est évident. C'est vrai que hier, il y a eu quelques infos sur les réseaux et que je pense qu'il vient surtout de l'entourage de joueurs, que sa volonté c'est de rester. Mais c'est évident, Alexandre. Où est-ce qu'il va aider Hazard avec le contrat, avec les montants de son contrat? C'est les salaires plus hauts ou un des plus hauts de l'effectif du Real Madrid, 13 millions net, 14 millions net, entre 13 et 14 millions net. Et sa performance, évidemment, c'est pas excellent, pas du tout. 7 matchs cette année, même pas 300 minutes. C'est évident que sa volonté c'était de rester, surtout de garder son contrat. Mais on verra ce qui se passe. Je pense que c'est le premier pas d'Eden Hazard. C'est une stratégie qui va commencer maintenant et qui va terminer cet été. On verra comment, parce que je pense que le Real va essayer évidemment de trouver un destin à Eden Hazard. Et économiquement, c'est une opération qui c'était déjà un échec parce que le Real Madrid a payé plus de 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas arrivé à être le Eden Hazard qu'on a connu à Chelsea. Alors, il faut trouver une solution qui, économiquement, sera un désastre pour le Real Madrid, mais c'est évident que pour le Real, ce serait intéressant de terminer avec ce salaire et chercher au moins s'occuper de la moitié de salaire, peut-être 25%, 30%, mais évidemment, trouver des autres joueurs, laisser la place à autres joueurs, parce que c'est évident que
que Eden Hazard au Real Madrid, c'est une aventure qui n'a plus d'intérêt pour le Real Madrid. Pablo, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec industriel qui est assez rare d'ailleurs à Madrid parce qu'on marche plutôt bien sur les recrutements. Bien évidemment qu'on connaît le talent d'Eden Hazard, mais des fois ça ne matche pas, ça colle pas, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça fait partie de la vie. Tu l'as précisé, plus de 100 millions, 115 millions d'euros. 115 millions d'euros il y a 4 ans, été 2019. Il avait alors une valeur marchande qui était monstrueuse. Aujourd'hui, sa valeur marchande est à un peu plus de 7 millions d'euros. Donc rien du tout par rapport au temps de jeu, effectivement. Est-ce que c'est pour toi l'un des ou le plus gros échec de la cellule de recrutement sous l'ère Florentino Pérez? Oui, je dirais oui, parce qu'on a parlé de Kaka, mais à mon avis, Kaka, il a eu des moments spectaculaires au Real Madrid, même si c'était un échec aussi, mais quand même, il a eu des bons matchs. Et Bale, on a comparé Bale, ça n'a rien à voir. Bale, c'est vrai que la dernière 2-3 ans, ça a été un désastre, mais évidemment qu'il est champion d'Europe 4 fois. Il a été protagoniste dans des matchs décisifs, c'est un excellent joueur. Et c'est vrai, je veux dire que tous, on a applaudi le transfert d'Eden Hazard. À mon avis, c'était un grand transfert. Moi-même, je pensais que c'était excellent le fait de faire venir Eden Hazard. C'est le foot, ça n'a pas marché. Les blessures, principalement les 2 premières années. Après, ça a été difficile de s'imposer. Physiquement, il n'était pas au niveau. Il y a eu des joueurs, évidemment, avec une concurrence énorme, parce que c'est ça le Real Madrid. On peut trouver 2-3 problèmes, évidemment, sur pourquoi Eden Hazard n'est pas réussi au Real Madrid, mais c'est déjà fait. Et je dirais que oui, évidemment, à mon avis, c'est le grand échec de Florentino, parce que Bale, comme j'ai dit, à Kaka, comme j'ai dit, mais ça arrive. Et attention, parce que Bale a terminé son contrat. Pourquoi pas Hazard? Et ça sera son idée, évidemment, de garder son contrat et partir libre. Ça veut dire qu'il serait, si effectivement cette communication, en tout cas ces bruits sortis il y a 48 heures viennent de l'entourage du joueur, on serait, ça y est, sur une stratégie, parce qu'on sent qu'on est à une année de la fin, de bien faire entendre au Real Madrid, à juste titre d'ailleurs, qu'on a un contrat jusqu'en 2024 et qu'on veut aller jusqu'au terme de ce contrat. On est, ça y est, dans cette stratégie comme celle qu'avait avancée Gareth Bale, qui est allé au bout de ce contrat, et le Real Madrid avait dû payer l'intégralité de ses émoluments. À mon avis, oui, c'est le premier message. C'est une stratégie, comme je disais avant. Et voilà que le message est déjà fait du côté des Assas. Moi, je suis joueur du Real, j'ai un contrat. Si vous ne me voulez pas, bon, vous me cherchez un club, vous trouvez une offre intéressante pour vous et pour moi. Et voilà, je partirai. Mais c'est évident que Eden Hazard, il connaît la situation, il sait qu'il y aura des équipes, au moins des équipes importantes. On verra si l'Arabie Saoudite, on verra si peut-être les États-Unis. Mais voilà que c'est. Je doute vraiment. Je vous doute vraiment que l'Arabie Saoudite soit intéressée. On n'a pas entendu rien sur l'Arabie Saoudite, mais c'est normal que l'Arabie Saoudite cherche des joueurs qui jouent, qui sont protagonistes dans les équipes où ils jouent. C'est le cas de Modric, le cas de Karim Benzema, le cas de Kroos, mais pas le cas de Hazard. Alors voilà, c'est le premier pas. On verra. Je pense que, honnêtement, je trouve compliqué trouver une solution à le futur de Hazard. Ça sera un problème cet été. Ça va être chaud, évidemment. Et on verra qu'est-ce qui se passe. Affaire à suivre, dossier Hazard, avec donc ce premier pas à une année maintenant du terme du contrat de l'international belge. Point quotidien, Real Madrid avec monsieur Pablo Polo, signature de Marca. Merci beaucoup, Pablo. Merci, ciao. Les amis, salut à tous, votre connexion quotidienne avec Barcelone pour toute l'actu du Barça. Monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport, est avec nous. Buenos días, Albert, ¿cómo estás? Bonjour, comment ça va mes amis? Bien, muy bien, muy bien. Albert, voici la portada, voici la une du quotidien Sport de ce mercredi matin avec cette embrassade entre Laporta et Xavi et ce mot fort, ce titre. Conférence de presse de Laporta qui a abordé plusieurs thèmes, on va en parler, mais le titre fort est ici. Laporta veut prolonger Xavi. Oui, je crois que c'est quelque chose que je t'ai raconté il y a des semaines, oui. de la volonté de le prolonger.
Mais Xavi, au-dessous, il dit que merci beaucoup, mais première, on doit gagner titres et après, on parlera de tout ça. S'il n'y a pas de titres, peut-être tout peut changer. Le foot, tout peut changer tous les moments, mais je crois qu'on est dans la chemin de que Xavi va prolonger son contrat parce que Laporta, il veut qu'il soit son coach jusqu'à la fin de son mandat. D'accord, effectivement, je me rappelle de l'échange que nous avions eu où tu m'avais rappelé le premier mandat du président Laporta, qui effectivement n'est pas quelqu'un qui change beaucoup de coach. Il veut s'atteler à un seul nom et ce nom aujourd'hui semble être Xavi en fonction des titres qu'aura gagné le Barça très certainement au terme de cette saison. Si c'est une saison blanche, il peut se passer autre chose. Il y a eu plusieurs thèmes avancés avec Sport dans cette conférence du président Laporta, également sur le mercato. On sait que le Barça est muselé avec le fair play financier et la volonté de baisser la masse salariale. Pour autant, le président a assuré qu'il voulait aller chercher 3 renforts. C'est ça? Oui, on parle d'un latéral. Je crois qu'il a beaucoup de possibilités, c'est Pavard, le français. Okay. On parle d'un joueur à l'axe, que c'est, je crois que peut-être Íñigo Martínez, le joueur de Real Sociedad qui va finir son contrat, qu'il finira son contrat. Et l'autre, on parle aussi d'un numéro 9, d'un attaquant, que peut-être Victor Roque, que je vous en ai parlé ici aussi. Et bien évidemment, dans cette conférence de presse, lui a été une nouvelle fois posé la question Lionel Messi, j'imagine, Albert. Il a confirmé, c'est dans les colonnes de Sport, il a confirmé la réunion avec son père que tu nous avais avancé en exclusivité. Hein. Oui, il a parlé d'une chose intéressante parce qu'on ne parlait pas de qu'il vienne ici jouer à Barcelone. Maintenant, c'est le moment de faire faire las paces, de faire la paix, c'est ça? Oui, la paix. Et on parle d'un match d'hommage ou un match d'hommage ici à Barcelone parce que le problème, c'est que Léo, il n'a pas eu la possibilité de dire au revoir à l'afición du Barça. Et ça, c'est une chose qui lui manque à Léo. Et le Barça veut lui donner cette possibilité et commencer à rétablir la relation entre le président et Léo sont un peu cassées. Je trouve que ça ferait bizarre de faire un match gala Messi autant de mois après tous ces matchs déjà passés sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais bon, ça on verra, c'est une autre histoire. En marge de cette conférence, puisqu'on était sur le thème Xavi et prolongation, Albert, dans le même temps, hier, Xavi était chez lui, sur ses terres catalanes. Il a également répondu à plusieurs questions dans le cadre d'un événement. Il a assuré que Barcelone était sa maison. Lui, il veut rester. Hein. Il est venu de Doha, il était super bien là-bas. Il gagnait beaucoup d'argent, sa famille elle était super content. Et il est venu ici parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur qui l'appelait, qui le faisait venir. Il est arrivé, je crois, une année et demie, en plus. Enfin, bien sûr qu'il veut rester. C'est quelqu'un costaud. C'est dur être coach ici à Barcelone. Tu vois, tous les anciens coachs, ils deviennent avec les cheveux blancs. Luis Enrique, Guardiola, tout. Xavi, il va devenir aussi, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui est costaud, qu'il veut faire, que ça marche, que cette équipe il retourne où il était. Et enfin, la dernière question par rapport à l'actualité du Barça du jour, Albert, c'est l'actualité sportive. On a en tête les prochaines échéances pour le Barça pour maintenir sa cadence en tête du championnat. Prochain match face à l'Athletic Bilbao. Dembélé, il sera là ou pas là pour l'Athletic? Dembélé ne sera pas là, Lewandowski sera là. Le doute, c'est si Pedri il va être là ou non. Je crois que jeudi, il va passer un examen pour savoir s'il va être ou non. Dembélé, on attendait qu'il revienne le match prochain contre Real Madrid. Mais ici, il y a une chose qu'il danse, qu'il ne va pas, que c'est après le match contre Real Madrid, il a
il y a une semaine de congé de la sélection. Ils jouent des matchs amicaux de la sélection, des matchs officiels de la sélection française, de toute la sélection. Et après, avec son historial de blessure, peut-être le Barça, il préfère qu'il ne joue pas contre Real Madrid et pour empêcher que lui il est avec la sélection française parce que de cette façon, il aura 10 jours de plus pour améliorer son état physique. Ça, c'est une négociation entre le départ. Pas aller avec le Madrid pour ne pas aller avec la sélection française et rester ici à Barcelone pour améliorer, pour être plus en forme. Pour contre les joueurs, il veut jouer contre le Real Madrid. Il va être là. On va voir qu'est-ce qu'il va passer. Il reste encore des jours. C'était votre point actualité. Barcelone en direct de la cité catalane avec monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport. Muchísimas gracias, Albert. Salut. Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Votre connexion en direct depuis Madrid avec la rédaction de Marca. Pablo Polo est avec nous. Buenos días, Pablo. Buenos días, salut à tous ici à Madrid. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Qu'est-ce que c'est que cette portada? Qu'est-ce que c'est que la une de Marca aujourd'hui? Le visage de Kylian Mbappé, la résonance de l'élimination du Paris Saint-Germain avec un titre énorme. Si quieres ganar la Champions, ya sabes, 3 petits points. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, Kylian, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. 3 petits points. Qu'est-ce que c'est que ça, Pablo? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Évidemment, pour être honnête, mes amis, c'est l'envie de la Liga et de supporters espagnols de voir un jour Kylian jouer au Real Madrid. Après, la réalité, c'est bien différente. C'est pas une question de Marca. C'est évident que pour Marca, c'est plus intéressant d'avoir Kylian Mbappé dans le championnat espagnol. Alors, c'était un bon moment, évidemment, d'en profiter après l'élimination. Mais moi, la réalité, pour être honnête, évidemment que la porte du Real, il ne faut jamais fermer. Et c'est évident que ni Kylian, ni aucun joueur va se fermer jamais une porte comme la porte du Real Madrid. Mais c'est évident que je crois, honnêtement, qu'après écouter, avant le match à Munich, Kylian Mbappé, qui avait très, 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 très précis, très clair, et disons que son futur n'a rien à voir avec la Champions League, j'imagine que ça veut dire qu'il va essayer encore, je ne sais pas combien de temps, 2, 3 ans, 1 an, je ne sais pas combien de temps, mais à mon avis, là, il va essayer de remporter la Champions League avec le PSG avant de passer à et partir ailleurs. Peut-être le Real ou peut-être la Première Ligue. Cette année, une nouvelle fois, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans les pages intérieures, regardez, je vous montre double page sur le retour sur le match avec le titre Otro Portazo, en espagnol Portazo c'est de puerta, la porte, on a pris un coup de porte, la porte s'est refermée, le chemin des quarts de finale s'est refermé sur le visage de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Mbappé, vous le rappeliez une nouvelle fois dans les colonnes, qui cette année gagnera uniquement le championnat domestique et la Ligue 1, puisqu'il y avait cette élimination également en coupe face à l'Olympique de Marseille. Ton opinion aujourd'hui, je parle vraiment opinion, hein. Ton opinion aujourd'hui, c'est que Paris va aller sur le schéma de Mbappé au centre de la galaxie et fabriquer autour de lui avec la jeunesse aujourd'hui, avec les jeunes Français, les meilleurs jeunes de la planète. Pour toi, c'est ça le projet de Paris? À mon avis, c'est ça le projet. J'ai l'impression que, et je trouve normal aussi, parce que le grand valeur du PSG, c'est Kylian. Il est jeune, il est peut-être le meilleur joueur du monde, ou un des meilleurs joueurs du monde. C'est les présents, c'est le futur. Alors, le plus intéressant, le plus facile, c'est faire renforcer un projet autour de Kylian Mbappé, essayer de donner une opportunité aux jeunes joueurs et garder un peu les joueurs intéressants qui sont venus avec Luis Campos. Et c'est pour ça que je trouve compliqué le faire venir au Real Madrid cet été. Parce que premièrement, le PSG est convaincu que
que Kylian restera et c'est la volonté du PSG. Et à mon avis, pour Kylian, j'ai l'impression que son grand défi continue à faire champion le PSG. Il sait qu'au Real Madrid, ça sera plus facile de faire champion parce que c'est l'histoire qui dit ça. 5 Champions League dans les dernières années, alors c'est évident. Mais pour lui, le défi, c'est, s'il ne change pas d'opinion d'ici à mois de juin, le grand défi, c'est de le faire gagner au PSG premièrement. Je te fais une dernière question, et c'est une parenthèse dans le cœur de cette actualité Real Madrid, dans les pages de Marca également. Regardez cette double page sur Asensio, puisqu'on parle des transferts, des arrivées éventuelles. Le Real, pour l'instant sans Kylian Mbappé, travaille sur le futur, avec notamment Asensio qui est en fin, on le sait, bientôt de contrat. On lui a fait une proposition pour éventuellement rester, mais en deçà de ces émoluments actuels, on parle d'un demi-million, je crois, en moins. Et il y a une réflexion aujourd'hui de son côté pour savoir s'il reste ou non à Madrid. Oui, c'est ça qu'on raconte aux pages de Marca aujourd'hui. Et c'est une offre en bas, évidemment. Demi-million de moins d'argent, c'est beaucoup. Asensio, il voudrait gagner presque 6 millions net. Il gagne maintenant un peu plus de 4. Alors, la distance, maintenant, c'est considérable entre la proposition du Real et ce que Asensio a envie de gagner au Real Madrid. Et le joueur, il a envie de rester, il est content à Madrid, il est bien à Madrid, il a à la ville, au club. Il sent qu'il a été important dans ses clubs, qu'il a gagné des titres. Même si, il faut être honnête, il n'a pas, la plupart du temps, il n'a jamais été intouchable pour le Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il a eu des moments spectaculaires au Real et qu'il pense qu'il peut encore aider. Mais moi, je le vois 50%. Je ne suis pas sûr, évidemment, qu'Asensio restera au Real Madrid parce qu'il y aura des offres surtout de l'Angleterre. Il y a Mendes, les super agents portugais qui s'occupent maintenant de le futur de Marc Asensio. Et c'est évident que s'il a une offre intéressante, Mendes peut-être qu'essayera aussi de le trouver une nouvelle aventure. Et on verra. Je pense que ça sera un affaire chaud cet été. Mais attention parce qu'il y a 6 joueurs qui terminent contrat en juin. Et alors, il a boulot à faire du côté du Real Madrid. Merci Pablo pour cet éclairage avec de l'information et de l'opinion. Pablo Polo en direct de Madrid, comme tous les jours, pour vous, depuis la rédaction de Marca. Muchísimas gracias, Pablo. Merci à vous, ciao. Les amis, très heureux de vous retrouver pour votre connexion en direct de Barcelone. Toute l'actu du Barça avec monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport. Buenos días, Albert. Bonjour mes amis, comment ça va? Todo bien, todo bien. Aquí, todo bien. Je voulais parler avec toi aujourd'hui d'un thème au Barça, le thème des défenseurs centraux. Regardez tout d'abord ce papier, aujourd'hui sorti dans les colonnes de Sport. Vraisemblablement, le Barça est encore à la recherche éventuellement de solutions pour la défense centrale. On nous parle de Íñigo Martínez de l'Athletic Bilbao et de Aymeric Laporte, également de Manchester City. Je voulais qu'on voit ensemble, Albert, déjà que tu nous parles de ces deux hommes, et puis qu'on retrace un peu l'historique des défenseurs centraux au Barça. Moi, j'ai en tête les grandes balises, les années 70 avec Migueli, les années 90, 70, 80 Migueli, 90 Ronald Koeman, les années 2000 avec Carles Puyol, et les années 2010, on va dire, avec Piqué. Grosso modo, est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui sur le mercato du Barça des défenseurs centraux? Où est-ce qu'on en est? Et revenir un peu sur les plus et les moins de ces dernières décennies. Pour moi, l'héritier de joueurs comme Puyol, comme Piqué, c'est Araujo, qui a le valeur, le profil, c'est quelqu'un similaire à Puyol, à quelqu'un physique, pas trop top physiquement, mais avec des caractères qui donne de la force à l'équipe. Lui, c'est pour moi l'héritier. Piqué, c'était le dernier grand défenseur qu'on a eu. Pour moi, il avait des taches dans son profil, dans sa historique ici à Barcelone, avec des blancs et noirs. Les noirs sont dehors de le terrain, mais sont importants aussi. De blancs sont toujours dedans le terrain. C'est un joueur
du talent qu'il faisait, qu'il est arrivé où est-ce qu'il a voulu, parce qu'il avait Tu du parles, talent pour les le faire. taches noires, tu parles de tout ce qu'il avait, ses casquettes d'impresario, de dirigeant de société, qui l'ont un peu sorti à Gérard Piqué de sa mission première d'être joueur de foot. Oui, c'est ça. Et lui-même, il disait que bon, pour moi, c'est pas amusant s'entraîner. C'est boring. Je ne l'aime pas du Ennuyeux. tout. Ouais. C'est ennuyeux. Euh, c'est quelqu'un qui n'était pas trop professionnel. Je me souviens une fois, je te racontais une chose. Un jour, j'étais sur la pelouse et je les écoutais, Puyol et Piqué, comme ils parlaient. Et Puyol était quelqu'un déjà fait et Piqué, il vient d'arriver. Et Puyol lui disait, oublie-toi de Sutton, oublie-toi, pense à les matchs. Il lui disait pendant les matchs, oublie-toi de la nuit, de la discothèque, de la femme, de tout ça, et centre, focus on the match, parce que tu dois jouer ça maintenant. Il lui disait ça, Piqué, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelquefois disperses, quelquefois pas trop, comme je te disais, trop professionnel. Mais c'est Attention, quelqu'un. là, tu es en train de me donner les paroles de la chanson de Shakira, là. Si Shakira écoute ça, il va faire une chanson de tout ça. Ouais. C'est marrant comme quand un joueur arrive au monde professionnel et qu'au début il est disperse, il est quelqu'un qui n'est pas focalisé dans ce qu'il doit faire. Et Ramos. donc pour toi, on est bien d'accord, ça veut dire que aujourd'hui, celui qui s'inscrit dans la lignée donc des Migueli, Koeman, Puyol, Piqué, donc c'est Araujo. Quels ont été pour toi les flops, les gros manqués du mercato du Barça sur ces 2 dernières décennies au poste de défenseur central? Les gros manqués, c'est quoi, Alex? Les gros loupés, les fracassos. Ah. Je me souviens d'Eric qu'il n'est pas, je crois que c'est pas un joueur top, parce que physiquement, il n'est pas. On a besoin qu'il soit, qu'un défenseur à l'axe soit de mettre 90 ou quelque chose comme ça, et Eric n'est pas à ce niveau. Pendant beaucoup d'années, on a signé de joueurs qui n'étaient pas top. On peut se souvenir aussi quelqu'un de français comme Christian Ball, par exemple. Moi, je pense à Christian Val, Jérémy Mathieu, Langlais, Umtiti. Il y a beaucoup de Français qui sont passés à ce poste de défenseur central. Avant eux, il y avait Laurent Blanc, bien évidemment. Quel regard tu as d'ailleurs sur les Français qui sont passés à ce poste? Ouais, pour moi, Laurent Blanc, c'était top. C'était quelqu'un de spécial, très intelligent. C'est quelqu'un superlatif. Le problème, c'est je crois qu'il a joué une saison ou 2 saisons seulement ici parce que c'était une étape avec pas beaucoup de stabilité. Il y avait aussi d'autres bons joueurs comme Couto, comme Popescu dans l'équipe et il n'a pas trouvé sa place. Mais je crois que c'est top. Les pires, pour moi, c'est ce qui a passé avec Umtiti, que c'était un joueur qui pouvait faire tout, qu'il a démontré déjà qu'il était au top, qu'il pouvait être au top. On l'avait appelé le nouveau Puyol. Ouais, c'était quelqu'un de spécial. Mais après sa blessure, il n'a pas réussi de donner continuité à ce qu'il a démontré déjà. D'autres, par exemple, Christian Ball ou l'Anglais, peut-être ils ne sont pas dans ce niveau, je crois. Ils sont dans un niveau un peu inférieur. Et donc, pour conclure sur ce sujet défenseur central, quid de Inigo et Laporte? Ce sont vraiment deux objectifs pour le Barça éventuel pour venir compléter les forces qu'on a actuellement avec Araujo, Christensen, Koundé, Eric. Quid de Inigo et Laporte? Je crois Inigo a plus de possibilités que Laporte parce que Inigo c'est gratuit, c'est quelqu'un que tu ne dois pas payer ta transfert et avec Laporte c'est quelqu'un que le City, je crois qu'il a payé 60 à 70 millions d'euros, c'est une folie.
et si tu fais venir, si tu as l'opportunité de faire venir Inigo, par exemple, tu dois ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, soit un joueur qui joue dans l'axe, comme on peut parler de Marcos Alonso, Christensen ou Eric, ou Alba, et après restituer Marcos Alonso dans les côtés gauche. Et alors, Inigo il pourra avoir un peu plus d'espace pour jouer dans l'axe. Je crois Inigo, c'est un joueur, comme on disait, physiquement c'est costaud, c'est quelqu'un qui a de vrai potentiel pour jouer ici. Votre Daily Barça de ce jeudi avec monsieur Albert Masnou. Merci beaucoup Albert. Merci à vous. Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre connexion en direct depuis Madrid, la rédaction de Marca, avec bien évidemment monsieur Pablo Polo qui est avec nous. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy bien, très bien, ici à Madrid. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble du thème des latéraux au Real Madrid. Les latéraux. On est à quelques jours du match retour de Ligue des Champions face à Liverpool. Et si je regarde dans le rétroviseur sur la saison des latéraux, ça n'a pas été terrible du côté du Real Madrid. Je vais cristalliser sur deux incarnants. À gauche, Ferland Mendy qui est en pleine discussion de prolongation de contrat. Et à droite, Carvajal, un peu Papi Carvajal. On cherche la solution de l'après parce que Carvajal, ça y est sur sa fin. Ouais. Oui, effectivement. Si tu veux, Alexandre, on commence par le latéral droite. Moi, je pense que le Real avait une grande opportunité de changer le latéral droite. Ça fait, je pense, maintenant 2020 avec la pandémie, mais ils sont vendus Achraf à l'Italie pour 40 millions d'euros. C'est vrai que le Real avait besoin de cash, de l'argent. C'était un problème économique, évidemment, pour tous les clubs, aussi pour le Real. Mais c'est évident que c'était le latéral qui venait pour remplacer Carvajal. Une fois que cette opération s'est terminée, voilà, le Real a décidé de continuer à Carvajal. Mais c'est vrai que dernièrement, des dernières années, le Real n'est pas vraiment très puissant sur le latéral droit. Carvajal n'est pas, la performance n'est pas régulière, les blessures, les problèmes physiques. Il a perdu même sa place je vous rappelle, dans les derniers matchs de Coupe du Monde face au Maroc, n'a pas même joué avec Lucien Riquet comme latéral droite parce qu'il a enchaîné beaucoup de problèmes physiques. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a depuis Carvajal? Après Carvajal, il n'y a pas grand-chose. Il y a Odriozola, un joueur qui ont payé de 40 millions de Real Sociedad, mais qui n'est pas un joueur pour le Real. Il y a le jeune de Castilla, Tobias, Vinicius Tobias. Oui, c'est un bon latéral droite, à mon avis, très jeune encore, et incertain au niveau de savoir s'il sera joueur du Real ou non. Moi, je doute vraiment. Mais quand même, je le vois comme un remplaçant, une option à un latéral droit titulaire. Et chercher sur le marché, je ne sais pas si le Real, évidemment, décide de chercher un latéral droit, il devrait vendre Carvajal parce que Carvajal s'est pensé pour jouer comme titulaire. Alors, il y a un problème là-bas. L'option Lucas Vázquez et Nacho, qui ont été également Lucas utilisés Vázquez, à ce poste Nacho, droit, on les oublie? Non, évidemment, j'ai oublié. Lucas Vázquez, il est devenu latéral droite. Il faut pas oublier que c'était un attaquant, c'était un joueur qui a joué au tridente offensif, sous le 3 d'attaque. Mais il s'est obligé à descendre jusqu'à la défense pour les problèmes effectivement de latéral droite au Real Madrid. Carvajal s'est blessé trop. Lucas Vázquez, à mon avis, c'est un bon latéral droite. Mon opinion, c'est que c'est pas latéral titulaire pour le Real Madrid. Et j'adore Lucas Vázquez, c'est un grand joueur. Il a toujours montré bonne performance et toujours, s'ils le font bien, il donne l'équilibre. Mais quand même, si tu veux gagner la Champions League, si tu veux réussir, il faudra quand même un autre latéral droite. Et Nacho, c'est vrai, c'est un joueur qui a aussi montré qui s'identifie aussi avec le Real. C'est le seul one clubman de Real Madrid, Nacho. Et on verra qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas tellement clair que le reste au Real Madrid. Il a des offres pour partir. Ils se sont pas vraiment valorisés au Real Madrid parce que c'est vrai qu'il a une bonne relation avec Ancelotti, mais je pense qu'il pense qu'il a mérité de jouer plus tôt au Real Madrid, même avec Alaba qui avait des problèmes physiques. C'est Alaba qui a joué à la place de Nacho. Je pense que ça
ça l'a énervé un peu. Et on verra parce que c'est évident qu'à mon avis, cette autre option d'urgence, mais pas Nacho comme latéral droite, c'est pas pour le Real Madrid si tu veux gagner tous les titres. C'est ça, à mon avis, les problèmes de latéral droite. Alors, et dis-moi côté gauche, dis-moi rapidement parce que le temps s'écoule, mais Ouais. on a eu tous en tête à l'histoire du Real Madrid les deux plus grandes décennies brésiliennes, Roberto Carlos et Marcelo, qui ont fait que ce poste de latéral gauche était vraiment un poste iconique. Ouais. Et puis Ferland Mendy est arrivé, le français. Finalement, c'est difficile. Il est en pleine renégociation de contrat. Juste dis-nous où est-ce qu'on en est là-dessus. Est-ce que Ferland va rester et est-ce qu'il va obtenir ce qu'il souhaite sur le plan des émoluments? Ouais, voilà, pour être très rapide, Ferland, ils ne se sont pas vraiment valorisés au niveau de contrat. Ils pensent qu'il mérite un peu plus. Il est venu au Real Madrid avec un salaire un peu moins si vous comparez avec des autres joueurs qui sont titulaires au Real Madrid. Il s'est imposé, il est titulaire. Il pense qu'il devrait améliorer son contrat. Je ne sais pas s'il va décider de partir si le Real n'est pas sur ce sujet. Par l'instant, le Real Madrid ne veut pas prolonger le contrat ou améliorer plutôt que prolonger parce qu'il termine en 2025, plutôt que prolonger, améliorer son contrat. Mais après, il n'y a pas de grandes solutions et il n'y a pas un Marcelo ou un Roberto Carlos sur le marché. Il n'y a pas vraiment tellement de latéral gauche et avec un prix intéressant sur le marché. Je pense que pour le Real et pour Ferland, ça serait plus intéressant de rester tous les deux parce qu'on a vu que sans Ferland Mendy, le Real n'a pas vraiment un latéral gauche. À la base, ils ne se sont pas vraiment allés au latéral gauche. On voit qu'il est déjà défenseur central, ça fait déjà longtemps. Il avait joué à Bayern comme latéral gauche, mais il s'est imposé comme défenseur central. Et après, il y a Nacho, même Rudiger comme latéral gauche, mais même Camavinga, c'est pas un latéral gauche. À mon avis, le Real et Ferland Mendy sont un peu obligés à s'entendre et arriver à un accord parce que je crois que il a montré Ferland que s'il n'a pas de problème physique, qu'il est un bon latéral gauche. Si on trouve un Marcelo ou un Roberto Carlos, bien sûr que le Real Madrid va le chercher, mais je ne pense pas qu'il est sur le marché maintenant. Les latéraux du Real Madrid, éclairage signé Pablo Polo en direct de Madrid. Merci beaucoup Pablo. Merci, ciao, ciao. Les amis, c'est l'heure de notre connexion en direct avec Barcelone, les infos Barça avec monsieur Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport. ¿Qué tal estamos, Albert? Muy bien, amigos míos. Muy bien. D'ici à Barcelone, très bien. Ça marche. Bon, écoute, j'ai ouvert Sport aujourd'hui, la portada, la une énorme. Cancelo, le latéral propriété de Manchester City, aujourd'hui au Bayern Munich, pourrait arriver très vite au Barça. Les informations sont tiennes, c'est la double page d'ouverture de Sport. Regardez, je vous les montre. Fais-nous le point sur la situation. Visiblement, Guardiola n'en veut plus. Bon, c'est une option qui a paru ces dernières heures. C'est confirmé pour le président qui nous a confirmé que c'est Mendes qui l'appelait pour lui offrir ses joueurs. C'est quelqu'un qui peut venir. Mendes a appelé Laporta? Ouais. Okay. Oui. Et c'est quelqu'un qui peut venir de forme presque gratuite parce qu'il peut venir en prêt. Et tout ça, comme vous savez, ici à Barcelone, c'est capital. On est catalan et on garde l'argent. Non, je me moque. Je sais que c'est une boutade. C'est une option qui est sur la table et on va voir qu'est-ce qu'il va passer. Mais en général, c'est un homme qui fait de plaisir au Barça. Alors, j'en ai parlé ce matin dans la revue de presse parce que j'ai avancé ton papier dans les colonnes de Sport. Effectivement, ce sera un coup intéressant. Hein. Je le rappelle, formé à Benfica, Valencia en Espagne, l'Inter, la Juve, Manchester City qu'il avait acheté quand même 65 millions d'euros à la Juve en 2019, le prêt au Bayern Munich. Intéressant effectivement parce qu'il arriverait libre. Quelle est la situation? Rappel pour les plus jeunes qui nous regardent, quelle est la situation actuelle à ce poste aujourd'hui au Barça et pourquoi ce serait intéressant? C'est le président qui a dit qu'on va chercher un joueur défensif droite. À ce moment, il joue à Condé.
qu'il le fait très bien, mais il veut jouer dans l'axe. Et il n'y a pas une autre option ici à Barcelone. Peut-être Sergi Roberto qui joue quelquefois au milieu, il joue quelquefois arrière. Et c'est un petit problème que le Barça a. Il veut solutionner pour la saison prochaine. Il y a une chose aussi qui inquiète un peu au Barça, c'est tout ce qu'elle a passé avec ses joueurs ces derniers mois. C'est pas normal qu'un joueur qui jouait bien au Manchester City, que la saison passée il a fait une super saison, sorte tout de suite de City après un choc, un problème qu'il a eu avec Pep Guardiola. Il est allé au Bayern Munich, il a joué le premier match, il a donné une assistance et après 5 matchs après, il ne joue plus. Tout ça, c'est un peu inquiétant pour le Barça, mais on sait qu'il n'y a pas de joueurs qui viennent à ces prix qu'ils n'ont pas de problème. Alors attends, dis-moi, parce que hier dans les colonnes de Sport, vous évoquiez également les possibilités du profil de Foyt, l'Argentin qui joue à Villarreal. On reparlait encore de Thomas Meunier, l'ex-PSG, aujourd'hui en Allemagne. Toi, Albert Masnou, toi, tu es aujourd'hui avec les cartes en main. Quel serait ton choix? Tu penses que tu irais vers qui? Je crois que le choix du Barça, pas le mien, sera Cancelo. Parce qu'il vient gratuit. Et c'est dans ce problème qu'il a avec le fair play financier et tout ça. Je crois que c'est le meilleur joueur, le mieux placé pour venir ici. En plus, comme je t'ai dit autrefois, il y a même au-dessus et c'est plus facile de faire tout avec ce président. Il n'y avait pas aussi Diego Dalot de Manchester, je crois que tu le rappelles dans ton papier d'ailleurs. Oui, il y a d'autres options bien sûr, mais cette Cancelo qui a apparu dans les dernières heures, c'est la plus économique. On doit payer pour faute. Je crois que les joueurs de Villarreal ont demandé 40. Meunier, je ne sais pas, mais ce n'est pas gratuit. Dalot, ce n'est pas gratuit. Cancelo, c'est le plus économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, ça veut dire que le critère premier, je dis bien premier, du choix du Barça, c'est le critère économique, la masse salariale. Oui, en plus, c'est un joueur qui peut jouer en attaque. Et si tu veux jouer en défense, si tu veux être sur arrière, tu as Koundé qui peut jouer, qui peut être, je ne sais pas, comme si tu as un match un peu plus important et plus conservateur. Si tu dois être conservateur, tu peux jouer avec une. Et si tu veux aller à l'attaque, tu peux jouer avec l'autre. Intéressant, intéressant. Affaire à suivre et donc ce dossier avec Joao Cancelo donc, qui l'offre est sur la table. Je vous résume avec les propos d'Albert. Coup de fil de Mendes au président Laporta. L'option est là, c'est sur la table du président. Possibilité de venir en prêt. Vraisemblablement Guardiola n'en veut plus. Il va le récupérer en fin de saison du Bayern Munich où là aussi ça semble un peu bancal. Il reviendrait à Guardiola qui lui le lâcherait en prêt du côté du Barça. J'espère qu'on ne va pas encore avoir un dossier à Barcelone où Laporta va appeler ensuite Pep en lui disant « Pep, à chaque fois tu m'envoies des joueurs qui ne marchent pas. » Ça, il va passer. Bien sûr, il va passer. Mais, tu sais, l'être humain, c'est l'unique humain l'unique que peut, comment se dit ça en français, qui peut tropezar 2 veces avec la misma piedra. Tu peux de nouveau te tromper avec la grosso modo, ouais, je sais pas comment le traduire littéralement, mais jamais 203. Jamais 203. Ah, c'est ça. On va voir, ça sera l'affaire à suivre. L'éclairage une nouvelle fois Barça. Vous est signé en direct depuis Barcelone de monsieur Albert Masnou de la rédaction de Sport. Merci beaucoup Albert. Merci à vous.
Voilà pour ce weekly La Liga avec Pablo et Albert. On va se donner rendez-vous ce lundi, les amis, pour lancer une nouvelle semaine, notamment Ligue des Champions pour le Real Madrid, pour le match retour des huitièmes de finale de la grande compétition européenne face à Liverpool. Reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end, profitez des vôtres et on se dit à lundi sur l'ensemble des plateformes sociales. À très vite.